20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver à la présentation de cette édition. Les titres, c'est tout de suite. L'hémicycle au cœur d'un scandale lié à une sombre affaire de trafic de passeports diplomatiques. 2 représentants de la majorité sont cités dans le coup. Moustapha Diakhaté, ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, recommande aux députés impliqués de démissionner. Vous l'entendrez au cours de cette édition. Nord Foire a soif, pas une goutte d'eau ne coule des robinets depuis 15 jours. Une situation qui a emmené les jeunes de la cité à protester devant le siège de Sen'Eau. Une pénurie qui se fait également ressentir dans le monde rural selon le Forum civil. Birahim Seck demande au chef de l'État d'y apporter une solution définitive. La Guinée suspendue de toutes les instances de la CEDEAO, c'est la décision issue du sommet extraordinaire qui s'est déroulé en visioconférence ce mercredi pour statuer sur les cas de Conakry et Bamako. Pour ce qui est du Mali, l'institution demande aux autorités de la transition de publier leur feuille de route pour la tenue des élections en février 2022. Et puis, plus que 9 jours avant l'ouverture de l'Afrobasket féminin au Cameroun, le Sénégal vient de publier la liste de ses représentantes. Elles seront 12 au total et 7 parmi elles compétiront au championnat africain pour la toute première fois. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité, l'Assemblée nationale éclaboussée par un scandale lié à une affaire de trafic de passeports diplomatiques. 2 députés issus de la majorité présidentielle sont cités dans cette affaire. L'un d'entre eux, justement, Boubacar Biaye, dit attendre que la justice fasse son travail avant de s'épancher sur cette histoire. Pour sa part, Moustapha Diakhaté, ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, déplore le fait que ces représentants du peuple attendent d'une quelconque procédure avant de rendre le tablier. Marcel Farbe-Marou. 2 députés de l'Assemblée nationale sont mis en cause dans l'enquête concernant le trafic de passeports diplomatiques. L'un d'entre eux s'est retrouvé dans cette affaire après la découverte de la copie de son passeport et de celle de son fils entre les mains d'un certain Eladji Condé qu'il dit bien connaître. Il faut que je puisse avoir les éléments en tout cas du dossier exactement. Bon, puisque je ne connais rien de ce qui est au niveau de la justice, je ne peux pas dire quelque chose réellement parce que je n'ai pas une personne du genre à commenter ce que la presse écrit. Non, depuis que je suis député, aucun de mes enfants n'a un passeport de service. Ça n'a jamais existé. J'ai 3 enfants, aucun de mes enfants n'a de passeport de service. Vous pouvez aller vérifier à l'Assemblée. L'histoire de l'attribution de passeports diplomatiques aux époux de députés est assez ancienne. Un avantage étendu sous la 12e législature en faveur des députés polygames. Quelles mesures alors adopter pour éviter qu'un tel fléau ne s'étende? D'abord, les députés qui ont failli, je crois qu'il leur revient par moralité de démissionner immédiatement de leur mandat de député pour permettre à la justice de faire correctement son travail. Je crois que vraiment ils n'ont pas besoin d'attendre que leur immunité soit levée, ou bien par l'Assemblée nationale, ou bien par le bureau de l'Assemblée nationale. Ils doivent eux-mêmes se démettre immédiatement et se mettre à la disposition de la justice pour être véritablement punis. Maintenant, l'Assemblée nationale, aussi en ce qui le concerne, peut, en attendant, si la justice lui demande de lever leur immunité parlementaire, de le faire, soit par le bureau de l'Assemblée, parce qu'on est hors session, le bureau de l'Assemblée peut se réunir et lever leur immunité parlementaire. Je crois que l'Assemblée doit se doter véritablement d'un code éthique. Et peut-être même aller imiter la France pour disposer d'un déontologue. Rappelons que les 2 députés en question sont en outre présidents de communautés rurales. Pour sa part, le rappeur et activiste Landing Bissane Seck, plus connu sous le sobriquet Kilifeu, est en garde à vue dans le cadre de l'enquête globale sur les trafics de passeports diplomatiques. Je vous l'annonçais en titre, en proie à une pénurie d'eau, les jeunes de la cité Nord Foire ont manifesté leur ras-le-bol devant le siège de la Sen'Eau à Yoff. Pas une goutte d'eau ne coule de leur robinet depuis 15 jours à bout de souffle. Ils confient leur embarras dans ce reportage signé Aminata Mbaresso. Il en est ainsi depuis plus de 15 jours. Madame Silla vit ce calvaire. Elle est une habitante du quartier Nord Foire. Avant-hier, je suis restée jusqu'à 3 heures du matin, espérant que le robinet va commencer à couler, mais rien.
Une pénurie d'eau dans ce quartier depuis plusieurs semaines et pourtant en face des habitations, un forage est érigé depuis 2018 pour venir en appoint au réseau de la Sen'Eau. Le forage a été inauguré en 2018. Ça a marché, mais depuis 1 ou 2 ans, vraiment, ça ne marche plus. Face à ce manque d'eau dans le quartier, des camions-citernes alimentent le quartier. Avec cette chaleur-là, comme les autres l'ont dit, l'eau c'est une denrée rare et c'est important. Donc ce qu'ils avaient préconisé, depuis le début, ce qu'ils nous faisaient faire, c'est de nous envoyer des camions-citernes. Mais ce qu'on n'a pas compris, depuis dimanche, il n'y a plus de camions. Et maintenant, les autorités sont aux abonnés absents. L'eau ne vient ici qu'à partir de 1h du matin, fermée à 2h du matin. Les jeunes du quartier Nord-Foire ont d'ailleurs barré la route ce matin. Ils se sont rendus devant les locaux de la Sen'Eau situés à Yoff pour manifester leur mécontentement face aux coupures incessantes dans leur localité. Et ces populations de Nord-Foire ne sont apparemment pas les seules à souffrir de cette pénurie d'eau. Ailleurs, dans le monde rural, également, ça gronde. C'est le constat fait par Birahim Seck du Forum Civil qui appelle le chef de l'État à intervenir à temps avant qu'il ne soit trop tard. Birahim Seck s'est exprimé à l'occasion d'un atelier sur la transparence hydraulique abrité par la Maison de la Presse. Nous l'écoutons au micro de Marcel Farba Maroun. Une réforme qui devait aller dans le sens d'améliorer leurs conditions de vie. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, ils sont en train, chaque jour, de se révolter contre les concessionnaires de cette eau au niveau du monde rural. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire aujourd'hui d'organiser cette rencontre, mais aussi d'alerter le président de la République, au plus haut niveau. On ne voudrait pas que ces révoltes constatées dans plusieurs localités se généralisent au niveau du Sénégal. Généraliser les révoltes dans le monde rural, surtout causées par la question de manque d'accès à l'eau potable ou bien de la qualité de l'eau au niveau du monde rural, serait une catastrophe pour le Sénégal. C'est pourquoi nous attirons l'attention du président de la République à reprendre en main la question de l'eau au niveau du monde rural. Parlons conso à présent, à peine sortie. Voilà que la circulaire du ministère du Commerce sur la régulation des prix crée un différend entre grossistes et détaillants. Les boutiquiers reprochent à l'autorité de favoriser les vendeurs en gros au détriment de leur petit commerce. À Thiès, l'association des commerçants détaillants du Sénégal menace tout bonnement d'aller en grève. Elle l'a fait savoir lors de son point de presse en présence de Cheikh Anta Diop et Saïla Tira. Les boutiquiers détaillants de Thiès sont désormais sur le pied de guerre. L'association est montée au créneau pour dénoncer ce qu'elle appelle le dictat des grossistes et le silence de l'INACOI face à ces revendications. L'association des boutiquiers détaillants du Sénégal, dont sa survie dépend de la population, tient à vous informer, vous le peuple, que l'augmentation des prix n'est pas de notre volonté et nous empêche même de travailler. Un arrêté ministériel vient de sortir fixant les prix détaillants sans informer aux détaillants le prix qu'il doit acheter au niveau du grossiste. C'est-à-dire, en réalité, le grossiste dicte son prix aux détaillants. Nous n'accepterons pas d'être guidés par nos concurrents supportés et aidés par le ministre du Commerce. L'importateur, l'industriel et les grossistes sont devenus des concurrents directs des boutiquiers détaillants du Sénégal. Depuis fort longtemps, cette fameuse loi INACOI est restée muette sur les problèmes que rencontrent les détaillants. Ces boutiquiers de Thiès ont profité de l'occasion pour annoncer une grève imminente. Comprenez s'il vous plaît que s'il y a rupture du sucre et de l'huile dans les jours à venir, la seule et unique responsable et coupable est Madame le ministre du Commerce. La décision qu'elle a prise est mauvaise, précipitée et inopérante. Un mémorandum sera déposé au service régional du commerce de Thiès et à la préfecture. La posture de guerre adoptée par ces commerçants thiessois se justifie par le mépris dont ils font l'objet de la part du ministre du Commerce.
Nous quittons Thiès, destination le Saloum. Malem Hodar subit les affres de l'hivernage, un mort, un blessé grave et plusieurs dégâts matériels. C'est le bilan de l'orage qui s'y est produit ce matin et ce n'est pas tout. Nombreuses sont les victimes qui vont devoir passer la nuit dans les écoles au risque de dormir à la Belle Étoile. Omar Ndiaye. Malem Hodar a enregistré d'importantes précipitations accompagnées de vents violents avec comme conséquence des toitures endommagées, des murs tombés, des arbres déracinés et le décès d'une fille de 6 ans après que la façade du mur de clôture s'est affaissée sur elle. Nous avons là devant nous des familles, leur maison est complètement ruinée. Il y a d'autres maisons où les toitures sont vraiment... Le vent a vraiment enlevé les toitures. Tous ces gens-là, oui, il y a des blessés. Il y a un blessé à Makabelal. Cette femme est une des victimes. Sa case s'est affaissée alors qu'elle y était avec ses enfants. Ils n'ont dû le salut qu'à l'aide des voisins qui les ont tirés des décombres. Plus triste encore, le sort de cette fille qui a perdu la vie, Setundao est la maman de la défunte. Elle est sortie juste après la pluie. Je suis allé la chercher pour la ramener à la maison. Arrivé à la hauteur du mur de clôture, celui-ci s'est penché vers nous. J'ai même essayé de le tenir pour l'éloigner, mais j'étais impuissante et le mur est tombé sur elle. Les autorités municipales sont au pied d'œuvre pour recaser les sinistres et la famille de la défunte. Elle attend le corps de la victime pour procéder à son enterrement. À présent, ce coup de projecteur sur la brigade maritime de Saint-Louis. Elle veille sur le respect du port de gilet de sauvetage avant la traversée de la Brèche. Et ce n'est pas tout. En cette période de lutte contre l'immigration clandestine, cette brigade composée de 20 personnes assure également la surveillance de la côte. Ousseynou Diop et Habib Sek. Voici la brigade maritime qui assure la sécurité des pêcheurs. Elle contrôle également tous les passagers embarqués dans les bateaux de fortune. C'est lui témoigne de l'accrochage avec un piroguier. Il n'a pas voulu répondre à l'appel pour des séances de vérification. Le bateau l'a suivi, puis arrêté. Tout à fait, oui, tout à fait, parce que la pirogue était en train de prendre la mer sans porter de gilet de sauvetage. Et dans ces cas, c'est une pirogue qui sera contrainte de sortir et normalement verbalisée par les agents. Le commandant Mamadou Keïta est à la tête de cette brigade composée de plusieurs hommes de corps différents. Son quartier général, le port polonais. On a une équipe pluridisciplinaire composée de plusieurs administrations qui veillent tous les jours de 7h du matin à 19h sur la sécurité des pêcheurs, sur le port de gilet, l'étanchéité des navires, la fréquentation des jeunes, des enfants à bord des pirogues. Cette brigade veille également sur les personnes, quelle que soit leur destination. Elle dénonce tous les candidats à l'immigration clandestine. De l'équipe du contrôle, de l'équipe pluridisciplinaire du checkpoint qui font le contrôle au départ des navires et au niveau de l'embouchure aussi. La marine, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, l'équipe de l'Agence nationale des affaires maritimes et la marine nationale, entre autres, composent cette brigade. En cette période marquée par la recrudescence du phénomène de l'immigration clandestine, elle joue un rôle essentiel pour informer la police ou la gendarmerie. Puis vous êtes certainement au courant de ce décret du président de la République destiné à mettre un peu plus d'ordre autour du contrôle interne au niveau des ministères. L'objectif visé par le chef de l'État est ainsi de renforcer la performance, la transparence, mais aussi la reddition des comptes dans l'administration. Une décision qui intervient après constat de disparité dans les rôles et prérogatives des inspections internes. Et je vous propose d'en savoir plus avec ce récit. Il est signé Lisa Préra. Désormais, dans chaque ministère, il sera mis en place une inspection interne rattachée au cabinet du ministre et placée sous son autorité. C'est l'article 1 du nouveau décret signé par Macky Sall et qui a pour objectif le contrôle interne des ministères. Pourtant, du temps le Diouf, il y avait le décret 82-631 daté du 19 août 1982 et qui avait le même objectif.
40 ans plus tard, ce décret est devenu obsolète au regard des normes actuelles de bonne gouvernance et de l'évolution de la fonction de contrôle, mais aussi des obligations de performance, de transparence et de reddition des comptes. Pire, ce décret était devenu source de blocage dans l'accomplissement des missions. Dans ce rapport de présentation, le projet de décret apporte des innovations majeures, mais aussi des précisions sur les champs d'intervention de ces missions des inspections internes. Elles auront comme mission principale de vérification administrative et financière, d'audit, d'enquête, d'évaluation, d'appui conseil, de suivi des directives présidentielles adressées aux ministres et institutions ministérielles, de la lutte contre la fraude et de la corruption, mais aussi de la supervision des passations de services. Mais une précision de taille, l'inspection est fixée en fonction des spécificités de chaque ministère, ne doivent rencontrer aucune entrave à leur travail et peuvent intervenir de façon inopinée dans toutes les directions des agences ministérielles. De même, dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs peuvent ordonner ou empêcher une opération dans la gestion des services. Et en fin d'année, l'inspection doit établir un rapport d'activité qu'il transmet au ministre qui, à son tour, a l'obligation de le transmettre au président de la République. Actualité politique à présent. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur les listes électorales, eh bien sachez qu'il vous reste un peu plus de 3 heures pour le faire à minuit ce mercredi. Ce jeudi, devrais-je dire d'ailleurs, les inscriptions seront complètement clôturées. Au centre socioculturel de Biscuiterie, eh bien c'est le rush. Les futurs électeurs se précipitent pour recevoir leur récépissé d'électeurs. Plus de 1000 personnes se sont inscrites depuis l'ouverture, mais aujourd'hui, plus de 100 personnes ont fait la queue pour pouvoir, bien sûr, s'accomplir de leurs devoirs citoyens le 23 janvier prochain à Bupfaï. À quelques heures de la clôture des inscriptions sur les listes électorales, c'est le grand rush au centre socio-culturel de Biscuiterie. Sur place, plus de 1000 personnes ont reçu le récépissé d'électeurs en ce dernier jour. Il y a eu le rush, comme vous voyez. Il y a eu le rush depuis le matin. On vient de faire 1 mois, 1 semaine. Depuis le matin, on a eu 100 et quelques. Aujourd'hui, comme vous voyez, il y a une grande rush par rapport aux autres jours. Parce que depuis l'ouverture des commissions, des inscriptions, eux, ils ne viennent pas. Mais depuis hier et aujourd'hui, vous voyez, il y a beaucoup de monde. Non, ça veut dire que je suis commerçant, quoi. Souvent, je pense que les premiers jours, on peut serrer, quoi. Je n'aurai pas le temps de venir attendre, faire la queue depuis longtemps, quoi. Ça ne m'arrange pas. Depuis l'ouverture, les demandeurs se faisaient désirer selon les membres de cette commission, mais aujourd'hui, la donne a changé. Une attitude sénégalaise, fustigée. On ne voyait personne. On restait des journées sans voir une seule personne. Pour l'instant, on n'a aucune réclamation. Ça va pour l'instant. Les retraits, eux, ils viennent très rarement. Plus de 1000 inscrits sont notés au centre socio-culturel de Biscuiterie. Rappelons que dans cette commission électorale, des cartes nationales d'identité datant de 2017 sont toujours en souffrance. Allez, parlons santé à présent. Ce mercredi 8 septembre est célébrée la journée mondiale de la kinésithérapie, occasion saisie par la rédaction pour nous intéresser à la kinésie pulmonaire, une pratique pas très connue, mais qui récemment a suscité un regain d'activité à travers sa prescription chez les patients atteints de Covid. Nos reporters sont justement allés à la rencontre d'un spécialiste en la matière qui nous en dit un peu plus. C'est avec Fatou Bintou Conté et Amadouba. Les kinésithérapeutes jouent un rôle important dans le processus de réadaptation d'un malade. Le malade a un handicap, donc a un inconfort, donc il revient à la kinésie, donc de faire un traitement pour avoir une bonne fonctionnalité. En cette période de pandémie, la majorité de leurs consultations est constituée des malades du Covid-19. Effectivement, le nombre de cas de kiné respiratoire a augmenté. Donc, et souvent ces malades ils sont pris en ambulatoire, donc ce ne sont pas des malades qui sont internés, donc ils viennent, donc on les prend en charge, donc la séance, ils reviennent 2-3 jours après. Donc,
pour une rééducation des poumons atteints par la maladie. Il revient à la kinésie maintenant de d'abord faire un drainage de sécrétion. Donc si c'est une kinésithérapie, si c'est une pneumopathie productive, donc de faire un drainage, donc pour faire sortir les sécrétions, mais par la suite aider les poumons à avoir une bonne ampliance, à retrouver donc sa capacité d'antan. On fait ensuite ce qu'on appelle la rééducation base communautaire, donc apprendre aux malades donc à se prendre en charge à domicile. Donc on va lui donner des exercices donc pour travailler la fonction respiratoire et retrouver donc une bonne respiration. Cette étape peut prendre 2 à 3 mois suivant la gravité du cas. Ça dépend de l'atteinte. Ça dépend de l'atteinte. Donc si le cas est vraiment sévère, donc on peut le faire sur 1 à 2 mois. La kinésithérapie ou physiothérapie de manière plus générale contribue à sa manière à la guérison des malades du Covid, même si c'est en dernière position. 17 milliards 800 millions de francs CFA, c'est le coût du financement des travaux d'entretien et de maintenance pour la relance des activités du chemin de fer entre Dakar et Tambacounda. Selon le directeur général de la société de chemin de fer, Kibili Touré, les travaux vont durer 5 mois. Un reportage signé Moussa Omargueye. En tournée à Tambacounda, la capitale orientale, le directeur général de la Société nationale des chemins de fer du Sénégal, Kibili Touré, a joué sur plusieurs claviers à la fois. Installation du tout nouveau chef de région du Niani, de Koungheul à Kidira, et du chef de la gare, et le lancement des travaux d'entretien et de maintenance de la ligne ferroviaire Dakar-Tambacounda. 7 milliards 800 millions. Que nous lèverons en partie sur le marché financier pour faire repartir le train entre Tambacounda et Dakar. Donc entre Dakar et Tambacounda. Avec une plateforme logistique ici en gare de Tambacounda sur 5-6 hectares qui nous permettra de décharger les conteneurs. Aujourd'hui, on a 24-25 millions de tonnes dans le pays et sur le corridor. 4 millions de tonnes sur le Mali et à peu près 20-21 millions de tonnes qui circulent dans le pays. Donc jamais le chemin de fer en vérité, ça aussi je voulais le dire. Le chemin de fer ne doit pas être imaginé comme l'ennemi, le concurrent du camion. Désormais, nous avons des régions ferroviaires qui couvrent un certain nombre de districts ferroviaires. Tout en se félicitant de la politique de sauvegarde des emplois ces 5 dernières années, le président de l'intersyndicale des travailleurs des chemins de fer du Sénégal, Mambaye Tounkara, espère un recrutement massif. Il est à rappeler que de grands travaux sont prévus à partir de septembre 2022 l'année prochaine pour une nette modernisation de la ligne ferroviaire. Elles sont plus de 300 personnes qui viennent d'être sauvées de la précarité grâce à la médiation du Haut Conseil du dialogue social. Un accord vient d'être en effet signé pour le recrutement des agents intérimaires de la société Dangote et pour la Fédération générale des travailleurs du Sénégal. Eh bien, c'est une première qui doit valoir d'exemple aux autres entreprises. Mamadou Fall. 333 intérimaires définitivement recrutés par la société Dangote après plusieurs médiations entre la direction, le Haut Conseil du dialogue social et le FGTS de Sidi Ndiaye. Une flexibilité de la direction de Dangote qui doit faire tache d'huile. Aujourd'hui, ce sont près de 333 agents qui étaient dans la précarité qui vont intégrer Dangote Ciment. Ce qui est à saluer. D'abord, saluer l'effort que le Dangote Ciment vient de faire. Et c'est une première et ça doit servir d'exemple aux autres entreprises. Des charges supplémentaires en cette période de Covid-19, difficile certes, mais réalisable. Ce sera un défi très lourd, on va dire, pour l'entreprise parce que c'est un engagement sur 2 ans, mais la mission est noble. C'est-à-dire sortir ses employés de cette situation précaire et viser maintenant à une croissance donc mutuelle, aussi bien du côté des travailleurs, mais du côté aussi de l'entreprise. C'est pour ça que nous les invitons dans un premier temps à continuer cette preuve de responsabilité qu'ils ont eu à démontrer jusqu'ici, et à continuer aussi dans cette performance qu'ils ont à démontrer pour ensemble rendre ou faire de Dangote une entreprise leader dans son domaine. Pour la présidente du Haut Conseil du dialogue social, la médiation doit être privilégiée dans tous les secteurs. Un sentiment de profonde satisfaction et surtout d'espoir pour les perspectives du dialogue social au Sénégal. Parce que vous avez parlé de prouesse, d'autres ont dit une révolution, mais moi je dis c'est un bel avenir pour le dialogue social dans notre pays. Le dialogue social tripartite.
Pour rappel, ces personnes ont été longtemps utilisées sans contrat ni aucune amélioration de leurs conditions de travail. Après moult manifestations, la direction de Dangote est devenue très sensible à leur situation. Allez, à présent, des nouvelles de la CEDEAO après l'organisation de son sommet extraordinaire ce mercredi sur la situation en Guinée. L'institution vient de suspendre Conakry de toutes ses instances de décision. La CEDEAO, qui s'est également penchée sur la situation au Mali, requiert les autorités de la transition de préciser un chronogramme clair pour la tenue des élections en février 2022. Et le récit de tout ceci, c'est signé Ibrahim Akan. La CEDEAO suspend la Guinée de toutes ses instances de décision. Une décision prise à l'issue d'un sommet extraordinaire, principalement sur la Guinée et le Mali, tenu ce mercredi en visioconférence. L'instance sous-régionale condamne le coup d'État du 5 septembre en Guinée. Elle demande un retour à l'ordre constitutionnel et la libération immédiate du président Alpha Condé ainsi que de toutes les personnes arrêtées dans le cadre du putsch. Une mission de haut niveau d'ailleurs sera dépêchée demain jeudi à Conakry pour discuter avec les nouvelles autorités. La rencontre dont le chef de l'État sénégalais Macky Sall a pris part a également évoqué le cas du Mali. L'organisation sous-régionale exige des autorités maliennes un chronogramme qui permettra d'avoir un calendrier assez clair avec les différentes tâches à accomplir en vue d'organiser des élections présidentielles et législatives à la date indiquée, notamment le 22 février 2022. Et puis sachez qu'à la sortie de ce sommet qui s'est tenu en visioconférence, le chef de l'État Macky Sall s'est exprimé sur sa page Twitter. J'ai pris part ce jour au sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation qui prévaut en Guinée. Le Sénégal condamne le coup d'État et soutient les décisions du sommet en vue de la préservation de la stabilité du pays et du rétablissement de l'ordre constitutionnel. Le monde de la culture en deuil avec le décès brutal d'Amobe Mevege à l'âge de 53 ans. Amobe Mevege, c'est l'émission à l'affiche qu'il présentait depuis 11 ans sur France 24. Chroniqueur culturel, musical, il a régalé les mélomanes avec son émission Plein Sud, une émission quotidienne qu'il a animée également sur RFI. Notre consoeur Fatim Ouattara de la RFM, qui a longtemps collaboré avec lui, parle d'une immense perte pour le continent africain. Nous l'écoutons avec Chérif Dia. C'est une grosse perte, justement, le décès de M. Alain Amobe Mevege, d'origine camerounaise, panafricaniste, aimant le Sénégal, ami du Sénégal, marié à une Sénégalaise, ayant des enfants métis sénégalo-camerounais, ayant une grande famille ici. Donc c'est une grosse perte dans le milieu de la culture, c'est une grosse perte dans plein de secteurs parce que M. Amobe Mevege, grand homme de médias, grand homme de culture, grand homme de musique, était une personne très complète et très cérébrale, une personne très humaniste, une personne qui croyait en l'Afrique, au potentiel des Africains, à la jeunesse africaine et qui mettait en avant aussi toutes ces richesses qu'il trouvait en Afrique. C'est vrai qu'il habitait en France, il a même refusé d'avoir la nationalité française et pourtant il est resté près de 30 ans ou plus en France, mais à chaque fois qu'il y avait un artiste africain qui venait en France, il mettait en avant ce produit. Sincèrement, c'est un choc, j'en suis sûre pour eux parce que personne ne s'y attendait. Amobe Mevege était parti au Cameroun pour enterrer sa mère il y a 2 semaines. Il est revenu et il est décédé. Youssou N'Dour l'appelle Goro parce qu'il a une femme sénégalaise et donc par rapport à des taquinades entre le grand frère qui est Monsieur Youssou N'Dour et lui le petit frère, forcément il va l'appeler Goro, mon beau-frère, parce qu'il s'est marié à une Sénégalaise. Et puis Monsieur Youssou N'Dour était un de ses grands conseillers incontournables par rapport sur le plan professionnel, sur le plan personnel et sur le plan humain. Voilà donc les médias et la culture africaine endeuillés par le décès du journaliste et également producteur d'origine camerounaise. Amobe Mevege a effectué toutes ses études à Paris, sa ville de cœur. Retour sur son parcours avec Ibrahim Akan. Voilà, j'aurais pas pu mieux rêver, accompagné... Il alliait à la fois charisme et professionnalisme sur les plateaux de télévision. Amobe Mevege, promoteur incontournable de la culture africaine, est mort à l'âge de 53 ans ce mercredi.
L'homme a pratiquement dédié sa riche carrière dans le domaine des médias à l'Afrique et particulièrement à sa culture. Présentateur depuis 2010 sur France 24 de l'émission culturelle À l'affiche, le chroniqueur musical est également passé par RFI où il présentait l'émission Plein Sud, émission dont il était également le producteur en 1994. Journaliste et producteur audiovisuel depuis plus de 20 ans, Amobé avait fondé la chaîne Ubiz News TV, accessible dans 40 pays du continent noir. L'homme aura produit et présenté plusieurs émissions diffusées sur les plus grands réseaux, RFI, TV5 Monde, MCM Africa, France 24 entre autres, et de nombreuses chaînes publiques et privées d'Afrique francophone. Il a eu à rencontrer les plus grandes icônes de la musique africaine, notamment Youssou N'Dour, Angélique Kidjo. Originaire du Cameroun, Amobé Mévégué est parti à jamais. Une grande perte pour la culture africaine. Paix à son âme. Sport à présent. La liste des 12 Lions du Sénégal pour les besoins de l'afro-basket féminin du 17 au 26 septembre prochain est dévoilée. 7 parmi elles vont découvrir pour la toute première fois cette compétition. Candidat au titre à Yaoundé, le Sénégal est placé dans la poule C avec la Guinée et l'Égypte. Cher Sadid Boudiara nous en dit un peu plus. 7 novices à l'afro-basket dans la liste des Lions pour Cameroun 2021. Le sélectionneur Moustapha Gaye mise sur le rajeunissement de l'équipe nationale pour reconquérir l'Afrique. Et dans cette option, le basketball local est bien représenté. L'AS Ville de Dakar, ancien club de Moustapha Gaye, fournit 3 joueuses. En l'occurrence, les arrières Matifal, Kounandaou et Yaye Irma Djemé. Les 4 autres novices sont Ndaye Fatou Ndiaye, ailière à Sainte-Savine en France. Sokhna Fatou Silla, l'intérieur qui évolue au Japon sous les couleurs des Toyota Antelopes. Anne-Françoise Diouf, ailière forte de James Madison dans le championnat universitaire américain, et Adi Maguilsen, pivot d'Isex Sport au Sénégal. Elles vont être guidées par les cadres Bintou Djemé, Oumou Khairi Sarr et Mam Marissi. Léna Nia et Yassine Diop vont servir de relais entre les deux générations. À Yaoundé, du 17 au 26 septembre prochain, les Lions sont logés dans le groupe C en compagnie de l'Égypte et de la Guinée. Les protégés de Moustapha Gaye vont d'ailleurs jouer le match d'ouverture face aux Guinéennes le 18 septembre à 10h, puis leur deuxième rencontre de poule face aux Égyptiennes le 20 septembre à 13h. Fin de ce journal que je suis ravie de vous avoir présenté. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes.